BDphiles et BDastes, bienvenue dans ma bibliothèque. Certains dessinateurs ont des fétiches, des éléments qu'ils adorent dessiner au point qu'ils en deviennent de véritables marques de fabrique. Pour Kevin Maguire, ce sont les expressions faciales. Pour le regretté Georges Pérez, c'était les scènes de foule, au point que même quand il devait juste dessiner Superman en pleurs portant le corps de Supergirl, il ne pouvait s'empêcher d'ajouter une cinquantaine de héros en deuil à l'arrière-plan. Et pour Frank Cho, ce sont les héroïnes pulpeuses et athlétiques, même quand celle qu'on lui demande de dessiner n'est pas censée avoir un physique de bodybuildeuse. Cela aurait pu faire de lui le candidat parfait pour illustrer les couvertures variantes de Wonder Woman, si le scénariste du moment, Greg Rucka, ne l'avait pas immédiatement pris en grippe, probablement à cause de son goût aussi notoire que prononcé pour le fanservice. Mais s'il est vrai que Cho se fait plaisir sur les blank covers, c'est-à-dire les couvertures vierges qu'il illustre lors des séances de dédicaces, il s'est fait preuve de retenue et de professionnalisme quand on lui confie des couvertures officielles, et celle qu'il avait réalisée pour la série était irréprochable, iconisant la princesse Amazon sans jamais la sexualiser. Il finira pourtant par claquer la porte après seulement 6 illustrations, alors que son contrat en prévoyait 24, après que Rucka se soit plaint d'une où on voyait la culotte de l'héroïne. Si certains internautes prirent la défense du dessinateur, d'autres prirent le parti du scénariste avec des arguments du genre « Il a pas dessiné avec le de Wonder Woman, qui garde ses perversions pour lui, prouvant ainsi qu'il n'avait même pas vu la couverture en question, car ce dessin tellement choquant qu'il avait valu à Greg Rucka de faire un caca nerveux, le voici. Choc. Franchement, si ça suffit à le scandaliser, qu'est-ce que ça va être quand il va découvrir Gambling School? Bon, la couverture en question fut quand même utilisée, mais recadrée pour dissimuler l'objet du délit. Je sais bien qu'on dit que le ridicule ne tue pas, mais est-ce bien prudent de prendre de tels risques? Au passage, vous pensez que c'est pour se moquer de cette histoire que, quand on lui a demandé de dessiner la couverture de Doom Patrol, JLS Special Milk Wars, Clayman s'est ingénié à ne pas du tout représenter la culotte de Wendy au point de donner l'impression qu'elle combat cul nu, comme une sorte de démonstration par l'absurde? Mais bon, au moins, celle-là, on comprend qu'ils aient retouché la version finale. Mais assez parlé du culotte-guette. Connaissant donc le goût prononcé de Frank Cho pour les héroïnes pulpeuses athlétiques, ça n'a étonné personne que quand il a lancé une mini en Creator Omnet chez le nouvellement créé éditeur AWE, pour Artist Fighter Artisan, sa série met en scène des héroïnes pulpeuses et athlétiques s'affrontant dans des épreuves sportives au fort taux de mortalité. La question est donc, Frank Cho se contente-t-il de se faire plaisir, ou bien arrive-t-il à créer une histoire, un univers et des personnages autour de ce high concept? Lisons Fight Girls pour le savoir. L'histoire débute dans un futur qu'on imagine lointain quand Rufus Gilmoran VIII, roi d'un empire interplanétaire, répudie son épouse Regina Victoria Doré pour cause de stérilité. Phallocrate! Les agences matrimoniales, les sites de rencontres en ligne et le speed dating n'existant apparemment plus à son époque, il décide de choisir sa nouvelle reine via une série de 4 épreuves opposant 10 candidates recrutées sur les différentes planètes de son royaume, chacun des 4 premiers épisodes de cette histoire en 5 parties étant consacré à une de ces épreuves. La première est une course à travers une jungle pour rejoindre un temple où se trouve le téléporteur qui doit les ramener à Grace Point One, la capitale volante de la planète Califax, siège de l'Empire, tout en évitant de se faire dévorer par la faune locale. La deuxième épreuve est une course à travers le désert pour rejoindre une mesa où se trouve le téléporteur qui doit les ramener à Grace Point One, la capitale volante de la planète Califax, siège de l'Empire, tout en évitant de se faire dévorer par la faune locale. Et quelque chose me dit que cette épreuve se déroule sur Arrakis. Connu aussi sous le nom de Dune. Ça expliquerait pourquoi Gilmoran VIII ressemble au frère caché de Vladimir Harkonnen. À moins qu'il ne soit le cousin de Basile le Beau, c'est possible aussi. Notez, avec un physique pareil, on comprend qu'il évite de passer par les agences matrimoniales. Les dialogues précisent d'ailleurs qu'il vit en reclus, on peut donc supposer que les candidates ignorent à quoi il ressemble. Et encore heureux, car si elles avaient su à quoi ressemblait leur futur mari, les épreuves auraient ressemblé à ça pour les 10. Et 3 pages, ça aurait été un peu court pour une série. La troisième épreuve est une course de natation. Ah, enfin un peu d'originalité. Pour rejoindre une plateforme où se trouve le téléporteur qui doit les ramener à Grace Point One, la capitale volante de la planète Califax, siège de l'Empire, tout en évitant de se faire dévorer par la faune locale. Ok, j'ai rien dit.
Et enfin, la dernière épreuve consiste en des pugilats opposant les survivantes, car comme je l'ai mentionné en introduction, c'est une compétition ayant un fort taux de mortalité. Une sorte de version extrême d'un mélange de Greg le millionnaire et de koh, une comparaison d'autant plus pertinente que ce tournoi est aussi une télé-réalité, avec des spectateurs qui font des paris sur les gagnantes, et des épreuves retransmises en direct avec commentaires sportifs représentés par des phylactères roses et bleus indiquant qu'il y a 2 commentateurs. On a aussi des bulles jaunes pour les dialogues en régie et rouges pour les communications des équipes médicales. Ceci dit, à part pour le bref passage aux antennes où une des candidates se retrouve dans l'impossibilité de rejoindre la capitale, les dialogues en régie ne servent pas à grand chose. Je veux dire, qu'est-ce que ça apporte à l'histoire de savoir qui change de caméra ou qui font un gros plan sur machine? Certes, il y a des cas où ces dialogues correspondent au découpage. 30-2, rapproche-toi pour un gros plan. Mais ça reste dispensable. Au passage, même si ce n'est jamais explicité dans le dialogue, ce côté télé-réalité pourrait justifier les tenues très fanservice, bien qu'appropriées pour des épreuves sportives, des concurrentes. Parallèlement aux épreuves, on suit l'agent Matteo. Tournée temporelle, ne soyez pas surpris. Non pas celui-là. L'agent Matteo, que le Premier ministre, qui n'a pas apprécié que sa nièce Diana, qui était la favorite, se fasse one-puncher par une des candidates, a chargé d'enquêter sur la fautive, Sandra Blackwater, qu'il soupçonne de ne pas être qui elle prétend. Et il semblerait que ces soupçons soient légitimes, étant donné que 2 tueurs nommés Nigel et Butcher s'efforcent de couvrir ses traces. Au vu du scénario, je ne peux m'empêcher de faire des rapprochements avec une série japonaise que j'aime beaucoup, Beat Bullet, à laquelle j'ai consacré un dossier sur mon site Tokyo-Ona que vous pouvez consulter pour en savoir plus. Fin de la pub perso. Dans cette série aussi, on suit 10 héroïnes qui s'affrontent dans des épreuves retransmises en direct, la grosse différence étant qu'une des grosses qualités de Beat Bullet est que chacune a droit à des scènes d'exposition qui permettent de connaître son background, sa personnalité et ses motivations. Alors qu'on ne sait pratiquement rien de celle de Fight Girls, hormis les détails qui jouent un rôle dans l'histoire. Genre, une telle est la nièce du Premier ministre Vanchard, ou Trucmuche est une championne de natation. Et c'est parfaitement justifié. Déjà, pas besoin de détailler leur motivation individuelle. Elles veulent monter sur le trône d'un empire interplanétaire. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir de plus? Quant à leur personnalité, à quoi bon les détailler puisque la plupart sont là uniquement pour se faire dévorer par les bestioles de passage. Elles ont beau porter du blanc, ce sont des red shirts. D'ailleurs, Frank Shaw voulait au départ ne mettre en scène que 2 concurrentes et a ajouté les 8 autres pour qu'il y ait plus de suspense. Bah oui, avec seulement 2 personnages, nos lecteurs se seraient doutés qu'elles survivraient jusqu'à la dernière épreuve. Mais avec une dizaine, impossible de prévoir lesquelles vont s'en sortir. Les 2 seuls à être un peu plus développés que les autres sont Sandra Blackwater et Jaxa Wildman. La première est clairement présentée comme la méchante de l'histoire, une borgne sans scrupules, qui est probablement une impostrice, et une fausse rousse, vu que ses complices la surnomment Blondie, n'hésite pas à éliminer ses adversaires quand elle en a l'occasion, et développe une inimitié légitime avec Jaxa. Et pourtant, même avec des héroïnes nettement moins développées que leur musculature, Frank Shaw arrive à surprendre plusieurs fois le lecteur en allant à l'encontre de ses attentes. Et malheureusement, je ne peux pas donner d'exemple sans spoiler les twists du récit, donc si vous n'avez pas lu Fight Girls et que vous voulez garder le plaisir de la surprise, allez directement à la section suivante, timecode ici. C'est bon, nous sommes entre fans de River Song, alors c'est parti pour les spoilers. Déjà, avec l'inimitié mise en place entre Xandra et Jaxa, vous vous attendez à ce que les deux finissent par s'affronter, de préférence durant l'épreuve finale, non? Fou! Jaxa se fait tuer de manière hyper gore dans l'avant-dernière épreuve. Frank Shaw pousse même le sadisme jusqu'à nous faire croire qu'elle s'en est sortie au dernier moment, jusqu'à ce qu'on tourne la page. Dans le même genre, il y a Diana Adamson, la nièce du Premier ministre submentionné. Au début du récit, elle semble se positionner comme un leader destiné à mener les autres candidates durant les épreuves, et crac! Elle a pas fini son speech motivationnel que Xandra lui fracasse le crâne. La salope. Tu m'étonnes que le tonton lui en veuille. Mais le plus gros twist concerne le 5e et dernier épisode, centré sur la lauréate des épreuves et racontant ce qu'elle devient ensuite. Et là, je m'apprête à vous raconter la fin de la série. Donc... Last chance. Alors qu'on se serait attendu à ce que Xandra remporte l'épreuve finale avant qu'on découvre ses véritables identités et objectifs, elle est vaincue par une quasi-inconnue, Tora Winter, laquelle découvre ensuite que la première étape de son règne est de se faire violer par le roi. Oh putain. Je viens de passer de Beat Bullet à Ballet Reverse, c'est ça?
Relisez mon dossier pour savoir de quoi je parle. Sauf qu'au lieu de ça, Tora trucide le monarque et se barre avec Sandra qui était en réalité sa partenaire, pendant que leur commanditaire, la reine sortante, leur transmet les 3 milliards promis pour l'élimination de son ex-mari. Et il y en a qui se plaignent de devoir payer des pensions alimentaires. Et c'est vraiment un excellent twist, car le lecteur est tellement focalisé sur Sandra qu'il ne lui vient même pas à l'esprit qu'il pourrait y avoir une autre impostrice parmi les concurrentes, sans compter que Tora était présentée comme une gentille, sauvant même la vie d'une adversaire lors de la première épreuve, ce qui ne l'empêchera pas de zigouiller 2 médecins avant de trucider Balance ton port 8. Car il n'y a aucun gentil dans cette histoire, pas même l'agent Matteo qui n'hésite pas à sacrifier une mamie alzheimerisée pour obtenir des infos. Mais pour être un bon twist, il ne faut pas seulement qu'on ne le voit pas venir, il faut aussi que ce soit logique, cohérent et soigneusement préparé en amont. Et si on relit l'histoire en sachant que Xandra et Tora sont complices, on remarque des indices. Et ce, dès le premier épisode, avec l'absence de réaction de Tora quand Xandra assomme Diana, puis dans le deuxième, où à la fin de l'épreuve, on voit Xandra esquisser un sourire en regardant à sa gauche. Or, même si la case précédente ne montrait pas entièrement la personne à sa gauche, on reconnaissait la mèche blanche de Tora, ce qui est une synecdoque. Un autre foreshadowing discret de l'importance de Tora se trouve dans un plan qu'on retrouve dans les 3 premiers épisodes, avec un gros plan sur 3 concurrentes juste avant leur téléportation sur le lieu de l'épreuve. Si celle du premier plan est une qui aura un peu plus d'importance que les autres dans l'épisode, celle de gauche est toujours Tora. On ne voit pas sa mèche mais on reconnaît son numéro. D'autres indices se trouvent dans des scènes qu'on interprète différemment à la première lecture. Quand Tora se retrouve bloquée à cause d'un téléporteur cassé, si on ne sait pas que les deux travaillent ensemble, on croit que ce qui tracasse Xandra, c'est le fait qu'il reste une adversaire potentielle en lice. De même que sa réaction quand sa copine trouve un moyen de réussir l'épreuve malgré son handicap peut être interprétée comme une attitude de défi. D'ailleurs, les deux réussissent l'épreuve en utilisant un des animaux du coin comme moyen de transport. Alors, je surinterprète probablement, mais vous croyez que Frank Shaw l'a fait exprès pour sous-entendre qu'elles sont plus semblables qu'on le croyait? Si c'est le cas... Du grand art, du génie. Mais bon, volontaire ou non, ça nous fait une scène d'atterrissage assez cocasse. Ce qui nous amène au sujet de l'humour. Et même si Frank Shaw est très drôle, comme il l'a prouvé avec son premier succès Liberty Meadows et avec ses blank covers, il s'initie un récit très premier degré où il ne se permet que quelques punchlines. As-tu la moindre idée de ce que ça coûte de retirer les taches de sang de cette veste? Et 2-3 séquences cartoonesques, comme l'atterrissage submentionné du vautour des mers, oui, c'est comme ça qu'ils appellent la bestiole dans le bouquin, ou la réaction de Xandra et Jaxa quand elles réalisent qu'elles étaient tellement occupées à se bagarrer que 2 adversaires en ont profité pour les doubler et finir l'épreuve avant elles alors qu'elles étaient en tête. Et bien sûr, il y a la tronche priceless de la championne de natation quand elle se fait coiffer au poteau par Xandra alors qu'elle était à mi-parcours. Et ce ton sérieux est une bonne chose, car on a quand même affaire à une histoire où les protagonistes semblent se livrer à un concours de qui est le plus immoral, et où 80% des héroïnes finissent en amuse-gueule, ou en soins intensifs. Insérer des blagues potaches entre 2 morts sanglantes, ça l'aurait pas fait. Par contre, rajouter un peu de légèreté pour détendre l'atmosphère avant d'enchaîner sur la prochaine séquence d'arc, pas de problème. Passons à présent à la partie graphique, et déjà, rien à dire sur le découpage et la narration. C'est fluide, les scènes d'action sont dynamiques, et riches en dessins pleine page, voire double page, qui donnent plus d'impact à certaines scènes, ou accentuent le gigantisme des décors et des créatures. Ce qui n'empêche pas Shaw de recourir au surdécoupage quand il veut donner plus de ton sur une scène, comme celle où Jaxa nage jusqu'au téléporteur alors qu'elle est poursuivie par Mégalodon. Pas un Mégalodon ou le Mégalodon, Mégalodon. C'est son nom. Jean-Pierre Mégalodon. En répétant une succession des 3 mêmes plans de plus en plus rapprochés sur des personnes et objets à raison de 5 cases par strip, Shaw crée une sensation d'enchaînement rapide et donc de vitesse, tout en donnant l'impression qu'il se rapproche pourtant lentement, nous faisant ainsi partager ce que ressent Jaxa dans une situation aussi stressante. Shaw sait aussi découper minutieusement les séquences qui prennent leur temps, ou les scènes de dialogue, même si je le soupçonne d'user, sans pour autant abuser, de la bonne vieille technique du copier-coller. Et puisqu'on parle de copier-coller, si Frank Shaw est un spécialiste des héroïnes athlétiques, il faut hélas reconnaître qu'elles ont toutes le même physique. Musculature de bodybuildeuse, forte poitrine et bubble butt. Comme une fusion entre Linda Carter, dont Shaw ne s'est jamais caché être un grand fan, et Karen McDougall. Même chose pour les visages, à de rares exceptions près comme les yeux bridés de Pontochen, malgré les différences de coiffure...
Unquestionably the same human. On aurait bien aimé une plus grande variété de physique. C'est d'autant plus dommage que Frank est capable de donner des visages et des corps différents à ses créations, comme il le prouve avec les autres personnages du récit. Putain mec, qu'est-ce qui est arrivé à ta tronche? Oh ça? J'avais demandé à mon chirurgien esthétique de me faire la tête de Tintin et il a un peu merdé. Je compatis mon pauvre vieux. Ouais, toi t'as eu de la chance. Le tien a super bien réussi à te faire celle de JKJ Bloch. Non, moi c'est de naissance, moi. Ah, je compatis mon pauvre vieux. Pour en revenir au dessin, Joe est tellement célèbre pour ses héroïnes qu'on en oublie qu'il est aussi très doué pour les véhicules futuristes, les monstres et les décors, bien aidé par la coloriste Sabine Rich qui contribue à donner au lieu de chaque épreuve sa propre ambiance. Ils arrivent ainsi à créer un univers visuellement mémorable, alors que paradoxalement on ne sait pas grand chose sur lui. Car comme pour les personnages, on ne nous dit que ce qui est nécessaire à l'intrigue, à savoir qu'on est dans un empire composé de plusieurs planètes et dont la capitale est une cité volante. Mais si vous voulez en savoir plus sur les planètes qui en font partie, écrivez aux fanfics et lisez-les. Certes, on lit avant tout un récit d'action dont le rythme aurait souffert si on avait noyé de détails sur la géopolitique ou les CV des personnages. Coucou la prélogie Star Wars. Mais même si ça rend la lecture fluide, on ne peut s'empêcher de se sentir frustré, car on ne fait qu'entreapercevoir un univers qui semble riche. Donc si Frank Cho a envie de faire des spin-offs où on en apprendrait plus sur les différentes planètes, ou sur ce Maître Kim qui a formé deux des personnages principaux au combat, c'est quand il veut. Passons à présent aux couvertures, et c'est un autre sujet que je ne peux pas traiter sans parler de la fin du récit, donc une nouvelle fois, allez à la section suivante si vous ne voulez pas vous faire spoiler. Si on accepte les variantes réalisées par d'autres dessinateurs, les couvertures fonctionnent sur un schéma cher à Frank Cho, avec une héroïne isolée devant un fond vierge, et quelques vignettes représentant d'autres participantes, et les monstres apparaissant dans l'épisode. Il en profite pour mélanger plusieurs styles, avec un dessin tout en hachure sur certaines vignettes. Si les deux premières couvertures sont assez vagues sur les épreuves qui s'y déroulent, on sait juste que les héroïnes vont courir, la troisième est plus explicite en montrant Tora enfiler une tenue de natation, mais la plus réussie est la quatrième, où on voit que Sandra bander ses poings en vue d'un pugilat, les autres cases montrant le visage de Tora, son numéro et un point en gros plan. Et enfin, celle du dernier numéro montre Tora enfiler ses attributs royaux, alors qu'elle porte encore les marques de son affrontement contre Xandra. Et si je vous ai mis en garde contre les spoilers, ce n'est pas uniquement parce que celle-ci révèle l'identité de la gagnante, mais parce que les 5 couvertures alternent entre Xandra et Tora, les deux finalistes et véritables héroïnes de la série. Frank Cho avait même fait une variante de la première couverture pour le Baltimore Comic Con, avec Sandra au lieu de Tora, leur permettant ainsi d'avoir 3 couvertures chacune, comme ça, pas de jalouse. Ah non, attendez, il en a aussi fait une peinte en hommage à Frazetta avec Sandra, donc elle en a une de plus. Sans doute pour la consoler d'avoir perdu contre sa copine. Si vous êtes curieux, et même si franchement je trouve celle de Cho bien meilleure, les couvertures variantes sont disponibles dans les bonus du recueil US, je ne sais pas s'ils sont aussi inclus dans la VF sortie chez Delcourt. On a aussi droit à un texte de l'auteur présentant sa série, un crayonné d'une double page, et des concept art, incluant notamment des idées de costumes non retenues, et des armes que les héroïnes n'utiliseront finalement pas. Même s'il est un peu frustrant de ne pas savoir plus que ce qui est nécessaire à l'intrigue concernant les personnages et l'univers, ça permet d'avoir un récit fluide et sans temps mort qui, malgré son indéniable fétichisme, surprend plusieurs fois le lecteur en allant à l'encontre de ses attentes, particulièrement avec son final totalement inattendu, et se permettant même une petite satire sociale avec une télé-réalité poussée à l'extrême. Voire même un sous-texte féministe, puisqu'il se conclut par la punition d'une incarnation des pires travers masculins par les héroïnes. Le tout superbement illustré, même si on aurait apprécié une plus grande variété de physique pour les héroïnes. Bonne BD! Merci de votre attention, BDphiles et BDastes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première case critique au format vidéo, et si vous l'avez lu, ce que vous avez pensé de Fight Girls. En attendant, je vous dis à une prochaine case!
mater mes fesses. Oh, mais c'est le derrière qui a failli s'asseoir sur le trône royal. Mec, t'es dans une BD de Frank Shaw. Une fois que t'as vu un poster féminin, tu les as tous vus.